merci d'être présent à ce dernier Tea Time de l'année 2021 qui s'intitule Réalité virtuelle et enseignement-apprentissage de l'anglais, quelques limites pour beaucoup de potentialités et que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui avec ma collègue de l'Université de Lorraine, site de Nancy, Maud Siekanski. Alors, euh, la réalité virtuelle, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs technologies qui facilitent l'immersion. Et nous, on a décidé de se pencher sur deux technologies en particulier, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Alors, qu'est-ce que c'est? La réalité virtuelle, c'est une technologie qui génère un environnement virtuel interactif conçu pour simuler une expérience de vie réelle ou imaginaire. Elle requiert un équipement particulier conçu pour que l'utilisateur soit entièrement plongé, immergé dans l'environnement virtuel, notamment à l'aide d'un casque et de capteurs sensitifs. Donc, c'est exactement le dispositif qu'on a, nous, à l'Université de Lorraine à Nancy. On a des casques de réalité virtuelle, on en a une dizaine maintenant, et on a les capteurs sensitifs, on a les manettes. Et donc, on a aussi essayé la réalité augmentée. La réalité augmentée qui est une interface en fait virtuelle en 2D ou en 3D qui vient enrichir la réalité en y superposant des informations complémentaires. La technologie fonctionne par l'intermédiaire d'un terminal qui filme le monde réel et y incruste en direct des objets virtuels, animations, textes, données et sons que l'utilisateur visionne à partir de l'écran. Il peut s'agir d'un smartphone, d'une tablette tactile, une paire de lunettes, un casque ou un système d'affichage tête haute. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Maud et moi, on s'est penchés toutes les deux sur la valeur didactique de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée parce que ces dispositifs existent et parce qu'on avait envie de nous en emparer et de voir leur potentialité didactique. Pour ce Tea Time, on a souhaité revenir sur quelques expérimentations que nous avons menées. Alors, juste avant de vous parler des expérimentations, on va peut-être faire un petit point sur notre cadrage théorique en bonne didacticienne qu'on est et maître de conférence, donc avec le cadrage théorique. Donc, ça sera la première partie, c'est-à-dire des neurosciences vers la théorie de l'embodiment, quelles perspectives pour l'apprentissage des langues, et plus particulièrement de l'anglais. Mais comme Maud est maître de conférence en sciences du langage, on a également mené des expérimentations avec des étudiants en FLE et en sciences du langage. Ensuite, on vous parlera de l'embodiment et ses effets sur la compréhension orale de l'anglais et d'une étude de cas auprès des masters FLE. Puis de l'embodiment et de l'avatar, de la création d'un avatar en interaction orale, avec une étude de cas auprès des enseignants stagiaires du Master MEF anglais. Puis nous, on vous proposera enfin des pistes de discussion. Donc, pour notre cadrage théorique, ce qui nous a vraiment plu, c'est d'inscrire nos expérimentations dans le paradigme de l'inaction, les sciences cognitives, les sciences et les neurosciences affectives pour aller vers l'embodiment. Pour revenir vraiment aux origines de ce cadrage théorique, c'est la lecture de Lakoff et Johnson à la fin du XXe siècle qui, s'appuyant sur les découvertes en sciences cognitives, nous ont parlé parce qu'ils commencent alors à explorer la façon dont les concepts abstraits pouvaient être basés sur des métaphores de concepts corporels et physiques. L'idée selon laquelle l'esprit doit être compris dans le contexte de sa relation avec un corps physique qui interagit avec le monde a alors suscité un engagement croissant. Les linguistes tels que Lakoff et Johnson ont soutenu que l'homme a évolué à partir de créatures dont les ressources neurales étaient principalement consacrées au traitement perceptif et moteur et dont l'activité cognitive consistait en grande partie en une interaction immédiate avec l'environnement. Par conséquent, la cognition humaine, plutôt que d'être centralisée et abstraite, pourrait avoir des racines profondes dans le traitement sensorimoteur. Donc, Lakoff et Johnson, dans les années 80, qui se sont appuyés sur toutes les découvertes qui étaient effectuées alors en neurosciences et dont les neurosciences cognitives et la théorie de la cognition incarnée pour aller vers la théorie des savoirs incorporés. Donc, qu'est-ce que c'est que la cognition incarnée et le paradigme de l'inaction de Francisco Varela? Donc, dans la lignée de ces théories et l'accent mis sur le rôle des processus sensorimoteurs dans l'émergence de la connaissance, Varela a proposé le paradigme de l'inaction qu'il définit ainsi, et c'est ma première citation.
La plus importante faculté de toute cognition vivante est précisément, dans une large mesure, de poser les questions pertinentes qui surgissent à chaque moment de notre vie. Elles ne sont pas prédéfinies, mais elles sont énactées, c'est-à-dire qu'on les fait émerger sur un arrière-plan et les critères de pertinence sont dictés par notre sens commun d'une manière toujours contextuelle. Le chercheur considère que l'environnement et le contexte de l'émergence du sens sont la condition de cette émergence. Il place le corps et les émotions au cœur du processus d'acquisition au même titre que l'esprit. Et pour Varela, le langage sert aux hommes à se rencontrer, même à se coupler selon son propre terme, pour faire émerger le sens. Cette construction du sens prend forme de manière individuelle en fonction de l'environnement dans lequel l'individu évolue. Pour lui, la pensée n'est pas séparée du corps et des émotions. La pensée et la parole sont incarnées, la cognition est incarnée. Tout ceci a été repris par Sandrine Eschenauer, qui le cite plus tard. Alors là, la référence est un peu erronée parce que c'est Sandrine Eschenauer qui dit que le langage est complexe et comprend tous les canaux sensorimoteurs, langage non verbal, sensoriel, émotionnel, kinesthésique et verbaux. Le besoin de langager est vital biologiquement pour l'homme et pour les êtres vivants. Il résulte d'actes de création langagière, c'est-à-dire de la capacité à s'adapter dans des situations de communication et de combiner des structures ou symboles connus pour en faire émerger de nouveaux qui font sens dans l'interaction. S'appuyer sur cette nature créative du langage permet aux élèves d'atteindre une forme d'autonomie dans la capacité à communiquer. Donc la citation est de Sandrine Eschenauer, encore une fois, mais elle reprend les idées de Varela telles qu'il les avait décrites en 1989. C'est cette idée, en fait, que l'accès à la connaissance se fait à travers le corps et à travers les émotions a été reprise un tout petit peu plus tard par Antonio Damasio et Marie-Hélène Imordino-Yang, pour qui les émotions font absolument partie intégrante du processus d'apprentissage. Par exemple, Damasio nous dit « The aspects », alors attendez, parce que, hop, oui. The aspects of cognition that are recruited most heavily in education, including learning, attention, memory, decision-making, motivation, and social functioning, are both profoundly affected by emotion and in fact subsumed within the processes of emotion. Emotions entail the perception of an emotionally competent trigger, a situation, either real or imagined, that has the power to induce an emotion, as well as a chain of physiological events that will enable changes in both the body and the mind. Et cette idée-là a été reprise plus tard par sa doctorante, Marie-Hélène Imordino-Yang, qui a confirmé, preuve à l'appui avec électroencéphalogramme, IRM sur ses élèves, qu'il y avait vraiment eu une révolution dans les neurosciences et que les émotions faisaient vraiment partie intégrante du processus d'apprentissage et de l'accès à la connaissance, dont l'accès à la connaissance de la langue. Et elle dit, a revolution in neuroscience over the past 2 decades has overturned early notions that emotions interfere with learning, revealing instead that emotion and cognition are supported by interdependent neural processes. It is literally neurobiologically impossible to build memories, engage in complex thoughts, or make meaningful decisions without emotion. Donc, vous voyez qu'on s'est emparé en fait de ce cadrage théorique pour justement l'intégrer à nos expérimentations sur la réalité virtuelle, parce que, comme vous allez le voir sur nos photos, avoir un casque de réalité virtuelle ou un téléphone devant soi engage le corps, engage les émotions. Donc, nos travaux de recherche sur la réalité virtuelle se sont inscrits dans ce cadrage et servent à illustrer les enjeux de l'embodiment en contexte d'apprentissage, enseignement des langues. Et je vais laisser la parole à Maud qui va vous parler plus précisément de l'embodiment. Merci Virginie. Alors effectivement, le concept d'embodiment, on l'utilise comme un outil heuristique pour pouvoir mieux comprendre ce qui va se jouer lors de l'utilisation de la réalité virtuelle. Après les citations, quelques schémas pour essayer de visualiser mieux les rapports entre ces 3 entités, émotion, cognition et comportement. Dans le premier schéma, elles sont vraiment pensées comme intriquées, avec des relations de réciprocité les uns avec les autres. Le deuxième schéma montre que en fait, les émotions sont un des éléments principaux, en tout cas il est le moteur
par rapport à cette compréhension entre cognition, comportement et émotion que vont vivre les apprenants lorsqu'ils sont immergés dans la réalité virtuelle. Et puis on voit qu'avec le deuxième schéma, que cette cognition incarnée, elle est au cœur des processus cognitifs complexes. Et ce qui nous intéressait, c'est qu'elle est posée ici à l'interface, par exemple, des processus de raisonnement et des processus de perception. Et en fait, ça nous aide à mieux appréhender ce qui va se jouer lorsque les apprenants vont s'emparer de la réalité virtuelle. Alors, rapidement, avec ce qui est posé en haut à droite de l'écran, l'embodiment, ce n'est pas une notion qui vient avec les nouvelles technologies et avec la réalité virtuelle. C'est une notion que l'on va retrouver dans les travaux sur l'acquisition des langues et notamment sur le bilinguisme. Et on va dire que l'embodiment, c'est un vecteur d'engagement et d'attention, c'est un vecteur de mémorisation du lexique en contexte, un vecteur d'appropriation sémantique, un vecteur de compréhension donc de la langue culture dans sa complexité. Et puis, les travaux sur la réalité virtuelle vont donner un nouvel essor peut-être à cette notion d'embodiment en didactique des langues et vont principalement montrer les effets de l'embodiment sur l'engagement des apprenants dans les tâches à réaliser, sur la motivation, sur la mémorisation et sur la réduction de l'anxiété qu'on peut éprouver, par exemple, en production orale en langue cible. Voilà, Virginie, à toi. Voilà. Alors, nous, nos travaux vont tourner autour principalement de trois grandes questions et on va plutôt appliquer pour le recueil de données une perspective émique parce qu'on s'intéresse à l'expérience en tant qu'expérimentation, d'abord comme cadre formatif pour la formation de nos étudiants, comme on va l'expliquer dans quelques instants, mais aussi c'est l'occasion en fait de s'intéresser à la fois à ce qui va être expérimenté, comment est-ce que les étudiants vont s'emparer de cette technologie, la réalité virtuelle, et aussi comment est-ce qu'ils vont l'expériencier, donc le vivre. C'est pour ça qu'on a besoin d'une approche subjective, émique, à travers différents questionnaires, différentes captations, différentes interviews et des productions. Et puis, nos questions, elles portent à la fois sur l'ergonomie didactique, c'est-à-dire toute la question des affordances. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme multimodalité pour réaliser les tâches en réalité virtuelle? Et on s'est interrogé sur deux processus, à la fois la compréhension orale, mais aussi tout ce qui va être lié aux interactions orales et à la compétence interactionnelle en particulier, notamment à travers les représentations du corps dans la réalité virtuelle, donc à travers les avatars. Alors, si on vient ici sur la façon dont on a essayé de questionner les effets sur l'apprentissage de la compréhension orale, on s'est intéressé, comme le disait Virginie, à nos étudiants de Master FLE. Alors, dans nos expérimentations, ils sont apprenants d'anglais. Ils ont des niveaux qui vont du niveau A1 au niveau au niveau A2 au niveau C1, on avait une cohorte de 22 étudiants et ils ont expérimenté plusieurs situations en réalité virtuelle. Ça a donné lieu à 85 rapports d'étonnement à travers 2 ateliers que l'on avait organisés. Juste pour vous donner encore une petite idée, il y a eu 20 expérimentations, on va dire, de la réalité virtuelle et chaque expérimentation durait entre 15 à 20 minutes. Donc, on est sur des situations d'écoute longue, on va dire, par rapport à cette exploration. Alors, les effets de la réalité virtuelle sur la compréhension orale, ce que dit la littérature est ici présenté dans le tableau à gauche. Et on sait par exemple que cette notion d'embodiment, elle va avoir des effets sur les représentations contextualisées, situées, incarnées en langue cible, qui vont être liées à un traitement multimodal de l'information, centré sur le corps et sur l'expérience subjective de l'apprenant. Et je vous ai indiqué ici dans le tableau à droite ce que l'on arrive à retrouver par rapport à cette idée dans les interviews d'apprenants. Par exemple, on a une apprenante ici au niveau B1 qui va nous dire, par exemple, quand le guide montrait un monument, il y avait le nom en italien qui apparaissait, c'est comme ça que je les ai retenus. Donc on voit ces multiples points qui vont permettre un encodage ici du lexique. La littérature nous dit qu'il s'agit d'un soutien environnemental qui est plus perceptif et qui va faciliter la pensée en L2, qui va permettre de se projeter dans une communauté, de la communauté de la L2 en L2.
ce que dit notre apprenante. J'ai plutôt été attentive au décor, au guide. Je regardais à droite, à gauche pour voir ce qu'il montrait. J'ai vraiment eu l'impression d'y être. Et puis enfin, des situations contextualisées pour stimuler l'apprentissage de l'AL2. On parle d'un apprentissage interactif qui est basé sur l'action, que ce soit des interactions orales, une attention conjointe, une intentionnalité partagée, une coordination entre l'œil, la main, le corps, qui est dit comme nécessaire pour apprendre une langue. Et ce que dit notre apprenante, c'est « ici, je n'ai même pu apprendre du vocabulaire, des connaissances historiques, et c'est moi qui gérais ce que je regardais en fonction de mon intérêt ». Donc, on voit que cette idée de embodiment, telle qu'elle est décrite dans la littérature, on va pouvoir le retrouver dans les ressentis, dans les rapports d'expérience que vivent les apprenants.